Donc l'idée aujourd'hui là, c'est de vous montrer une méthodologie pour décrocher rapidement son job de rêve. Et donc merci à nouveau d'être présente. Ça me fait vraiment plaisir de partager mes infos. Donc en fait, ce que je voulais voir avec vous, c'est si tu, alors excusez-moi pour le tutoiement parce que j'ai une culture un peu anglo-saxonne là, donc je tutoie assez facilement les gens. Donc vous verrez dans la présentation, il y a beaucoup de tutoiement. Donc, si tu sens que tu as des limites un peu dans ta recherche active et que tu as actionné pas mal de choses, mais que tu n'as pas les résultats espérés, ben, en fait, l'idée, c'est de voir ensemble aujourd'hui ben, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de, voilà, de te partager mes méthodes et puis mon enthousiasme pour la recherche active. Donc, en fait, pour me présenter rapidement, je suis Olivier Piozzi et je coach les cadres en recherche active pour qu'ils retrouvent rapidement un poste. Voilà, donc ça fait presque 3 ans maintenant que je fais ça et que j'ai aidé beaucoup de cadres, des dizaines de cadres à retrouver un poste et avoir le bonheur dans leurs yeux de retrouver un poste, c'est toujours génial. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ce que je sais. Donc peut-être que vous vivez ça, vous vivez peut-être le fait que vous candidatez énormément et vous envoyez beaucoup de candidatures qui finissent assez souvent à la poubelle, malheureusement. Et peut-être qu'il y a aussi une partie de vos candidatures qui finissent en entretien, c'est super, mais malheureusement, vous ne finissez pas sur le haut du podium. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous, toujours pareil, c'est cette méthode qui permet de décrocher rapidement des entretiens et d'avoir des postes. Et avant de commencer, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est un petit warning, et j'aimerais vous faire gagner du temps. Et donc, je suis parfois un petit peu direct. Donc, soyez... je suis un mec sympa, je suis un mec un peu cool là, mais des fois, voilà, j'ai envie de faire gagner du temps à tout le monde. Donc, voilà, des fois, voilà, c'est un peu direct le ton. Donc, en fait, comprenez, mon intention, c'est de vous apporter un maximum d'informations pertinentes pour votre réussite. Donc, voilà, c'est ça mon intention. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir en fait? On va zoomer sur 3 choses, parce qu'en fait, dans une recherche active, il faut comprendre qu'il y a 5 grandes étapes. Il faut d'abord se connaître, savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, là où on est fort, ses talents, etc. C'est ce que j'appelle le profil. Ensuite, il faut savoir se positionner, savoir faire une offre de service, savoir dire vers quoi on va aller, dans quoi on est bon et qu'est-ce que veut le marché. Ça, c'est ce que j'appelle le positionnement. Et ensuite, tout ça, ça se décline en CV, puis ensuite en prospection, puis ensuite en entretien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous zoomer là sur la partie CV, prospection, entretien. Donc j'aimerais commencer par une analogie entre le sport et le recrutement, une comparaison, je dirais même. Donc en fait, dans le sport de haut niveau, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en général, on sait très bien que le sport de haut niveau, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que les sportifs sont généralement entraînés, ils sont coachés. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que souvent, il y a un podium à 3 places et que, on va dire, même le 10e, celui qui arrive 10e de la course ou de la compétition, il a quand même un salaire, il est quand même rémunéré. Ce qui se passe en recrutement, c'est un peu différent. En fait, peu de monde est coaché. Les concurrents sont inconnus, vous savez pas contre qui vous jouez, entre guillemets, et le podium, il a qu'une seule marche, et finalement, il n'y a rien pour les autres. Donc, je dirais, le recrutement, c'est plus compliqué encore que le sport de haut niveau. C'est ça qu'il faut déjà se mettre en tête, en fait. Voilà. On a tendance à penser, oh, c'est juste un recrutement, c'est juste, c'est juste une recherche d'emploi. Non. Un recrutement, c'est plus dur que le sport de haut niveau. Donc, si on veut réussir, on est obligé, c'est obligé d'être numéro 1. Donc, pour être numéro 1, il faut être aiguisé à tous les niveaux. Que ce soit le CV, la prospection, le réseau, que ce soit les entretiens, il faut être vraiment, vraiment fort. Et pour ça, en fait, il faut arriver à faire 3 choses à chacune des étapes. C'est inspirer confiance, convaincre et être choisi. Si vous avez sur le CV quelque chose qui donne confiance, vous arrivez à convaincre un recruteur et que vous êtes choisi, bam, vous passez à l'étape d'après, qui peut être un entretien, qui peut être juste un entretien de réseau, qui peut être voilà, une conversation. Après ça, pareil, vous allez devoir inspirer confiance, convaincre, être choisi. Et là, vous passez à le premier entretien. Premier entretien, vous devez inspirer confiance, convaincre, etc. Bref, à toutes les étapes, vous devez arriver à faire ça. Et faire ça, ça s'appelle avoir du leadership. Voilà, oublions Napoléon, les leaders là, qu'on nous bassine en histoire, là. Le leadership, c'est ça, c'est arriver à capter l'attention, convaincre
et être choisi, quoi, et suivi, en fait. Voilà, ça, c'est du leadership. Donc, en fait, ce qu'il faut se mettre dans la tête, là, bien dans le crâne, là, quand on veut être numéro 1 dans son job market, c'est qu'il faut être un leader de sa recherche d'emploi. Et toi aussi, en fait, tu peux être un leader dans ton job market. Et je vais te montrer là les erreurs à pas faire et comment concrètement être le leader. Voilà. Donc tout d'abord, on va parler du CV. Donc le CV qui ne marche pas. Donc imaginons ça, c'est un dessin classique, peut-être vous connaissez déjà. Imaginons que ce soit le besoin de l'entreprise. Et imaginons que ça, c'est ce qui est montré sur le CV. Est-ce que le CV là va fonctionner? Ben non, il va pas fonctionner en fait. Parce qu'un CV qui répond pas aux besoins, il ne décroche pas des entretiens. Ça aussi, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est pas parce que vous avez une jolie balançoire qui semblerait correspondre aux besoins que ça fonctionne. Donc, vous n'allez pas avoir d'entretien dans ce cas-là, en fait, même si vous pensez que vous avez fait une balançoire. Donc, même si on vous a dit, ah ouais, il est beau ton CV, ou même si vous avez travaillé des heures et des heures sur le CV, ben, ça, c'est pas une garantie que ça fonctionne. Parce que il répond pas forcément aux besoins. Donc, le critère qu'il faut se mettre là aussi comme objectif, c'est si je fais plus de 4 candidatures, j'envoie plus de 4 CV et que j'obtiens moins d'un entretien, c'est que forcément le CV, il faut le revoir. Ça veut pas dire que vous n'avez pas les bonnes expériences, ça veut pas dire que j'ai pas dit ça. J'ai dit que le CV, la façon dont vous présentez les choses, ben, il y a quelque chose qui colle pas avec le besoin. Donc, le CV qui décroche des entretiens, ben, j'ai envie de vous poser un quiz. Là, c'est sur ce dessin-là, c'est quoi le vrai besoin en fait? Ben, en fait, le vrai besoin, c'est quoi? C'est une solution pour se balancer sous un arbre en fait. Voilà. Donc savoir si l'arbre il est grand, il est gros, il est petit, il est feuillu, il est résineux, s'il y a de l'herbe verte, si il y a une corde avec un pneu, etc. On s'en fout complet. Ce qui compte, c'est une solution pour se balancer sous un arbre. Ok? Donc, votre objectif, ton objectif dans le CV, c'est de couvrir le vrai besoin. Donc, la première erreur que je vois souvent dans les CV, c'est des gens qui ont l'expérience, qui couvriraient à 100% le besoin, mais qui ne le font pas, en fait. Donc, ils ne montrent pas la substantifique moi, là, en fait. OK? Donc, premier élément qu'il faut se mettre en tête, c'est même si tu as 100%, montre bien que tu couvres bien les besoins à 100%. Et l'autre point majeur aussi, souvent les gens disent ouais, mais moi j'ai pas l'expérience, je suis pas sûr, j'ai pas tout par rapport au CV, etc. Ben, ce n'est pas grave en fait. Même si tu n'es qu'à 60%, montre que ça couvre le besoin. C'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est clé. Donc il faut oser candidater en se valorisant et en couvrant bien le besoin. Donc s'il vous plaît, les nouveaux arrivants, je voulais juste que vous pouviez, si vous pouvez couper vos micros, ce serait top. Pour éviter le truc de nuisance. Merci beaucoup. Donc, imaginons une offre. J'ai trouvé rapidement là une annonce, pardon, manager commercial. Donc, c'est dans la banque groupe La Poste. Ok. Donc, j'ai fait un zoom sur vos missions principales. C'est comme ça que c'est intitulé. Animer l'activité et développer la cohésion d'équipe. Accompagner la montée en compétences des collaborateurs. Ok. Donc, vous voyez ça là. Vous faites votre scrolling d'offres et vous voyez ça. Donc la question, c'est quel est le vrai besoin là-dedans dans cette annonce? Est-ce que c'est d'être un bon commercial ou est-ce que c'est d'être un bon manager, à votre avis? Est-ce que c'est d'être un bon vendeur, un bon banquier ou d'être un bon animateur d'équipe? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment là-dedans? Et donc, qu'est-ce que vous allez prouver et quelles expériences vous allez mettre en avant par rapport à ça? Et moi, je vais vous dire, moi, clairement, moi, je dois répondre à cette annonce. C'est clairement un manager qui veulent, en fait. C'est pas, ils s'en foutent de savoir si vous êtes banquier ou si vous êtes vendeur. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui sache manager une équipe. C'est clairement écrit. Animer l'activité, animer la cohésion d'équipe, accompagner la montée en compétences des collaborateurs. C'est des gens qui sont capables d'amener des gens d'un point A à un point B. On s'en fout de savoir si vous savez vendre, on s'en fout de savoir si vous êtes un bon commercial ou si vous connaissez la banque. Donc, si vous êtes un bon manager, vous couvrez 60%, 70% de ce qu'ils veulent vraiment à la poste. Vous voyez? Donc, et ça, il faut arriver à le mettre sur le CV. Clairement. OK? Donc, je continue sur le CV, en fait. Sur le CV, concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un titre avec une accroche. Très souvent, les gens, maintenant, ont compris qu'il faut un titre sur un CV. C'est bien. Donc, le titre, c'est je suis ingénieur commercial, je suis
responsable lean manufacturing, je suis banquier, voilà, bref, il y a un titre. Mais ce qui manque souvent, c'est une accroche, c'est-à-dire quelque chose qui va faire votre positionnement et votre offre de service. Donc, on va voir ça avec un produit de grande consommation. Donc, imaginons, vous êtes dans un rayon de supermarché, là, il faut acheter du café. OK? Donc, vous voyez ce produit-là, qui est du café. Mais comment ça se décline par rapport, ben, pareil, vous êtes là en train de chercher un café, là, qu'est-ce qui va vous attirer? Ben là, c'est pareil, un recruteur, il va avoir plein de CV, qu'est-ce qui va faire qu'il va lire votre CV, en fait? Donc, la première chose à faire, c'est, OK, mettre son nom. Ben là, c'est Lavazza. OK, c'est clair. C'est facile. Ben, moi, je cherche du Lavazza. Boum. C'est ça que je veux. Ou je cherche Emmanuel Petiot. Donc, c'est quelqu'un que j'ai aidé. C'est pour ça que j'ai mis son nom. J'ai déjà fait son CV. On me suis permis de mettre son nom. Donc, c'est par exemple Emmanuel. OK. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il vous propose, Lavazza? Il vous propose du café torréfié en grains. C'est pas du moulu. C'est pas des dosettes, c'est pas je ne sais quoi, c'est du café torréfié en grains. Donc ça, c'est le titre du poste. OK? Elle était manager digital marketing. OK? C'est le titre du poste, ce pourquoi elle candidate. Ensuite, elle s'est positionnée. Et le positionnement, là, typiquement pour Lavazza, c'est expert plus, super arôme et 100% arabica. Et pour elle, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, c'est quelqu'un de très dynamique et très créatif. Et elle veut booster la croissance des entreprises par son management, par son digital marketing. Donc, j'ai fait une accroche sur son CV qui correspond à sa personnalité et ce qu'elle veut offrir au monde. Lavazza vous offre la possibilité de boire de l'arabica qu'ils appellent aromatop. Voilà. Et là, c'est pareil pour un CV. Donc, il faut comprendre. C'est exactement comme un produit de grande consommation, un CV. C'est le recruteur, il n'a pas 10 000 ans à passer devant vos CV, donc il faut qu'il comprenne très vite qui vous êtes, ce que vous proposez et votre poste. OK? C'est ce que j'appelle l'offre de service, le positionnement sur un CV. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, toujours pareil, c'est que pour tout mot que tu vas mettre sur un CV, en fait, il faut se poser deux questions. Pourquoi est-ce que j'écris ce mot-là? Et en quoi ce mot va convaincre le recruteur pour le poste. Voilà. Chaque mot que tu écris, il est censé convaincre le recruteur de te prendre. Chaque mot. Voilà. Donc, le plus important, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc, il faut faire le deuil de raconter sa vie et ses plus belles expériences. Ça, c'est un gros travail personnel qu'il faut arriver à faire. On s'en fiche de savoir, comme je disais, par exemple, le manager à la poste, là, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on s'en fiche de savoir si vous avez été le plus beau banquier du monde. On s'en fout. On s'en fiche de savoir si vous êtes le meilleur vendeur du monde. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est est-ce que vous êtes le meilleur manager du monde? Est-ce que vous êtes capable de transporter une équipe d'un point A à un point B? C'est ça qu'on veut voir. Donc, il faut faire le deuil de ces belles expériences, trucs dont on est fier. Voilà. Et il faut savoir être synthétique, facile à lire, avec des missions claires, on comprend bien, et des chiffrages. Et aussi atténuer les expériences qui ne sont pas en ligne et zoomer sur les expériences qui sont liées au poste. Ça, c'est très important. Ça revient à ce que je vous dis là, c'est répondre aux besoins. Donc, typiquement, je reprends l'exemple du café. Qu'est-ce que vous propose Lavazza avec ce paquet de café? Il vous propose de faire des expressos, d'accord? Donc, je reprends l'équivalent avec le CV. Vous avez il propose de l'espresso. L'intensité, c'est niveau 6, par exemple, et le niveau de torréfaction, c'est middle, c'est moyen, ok? Mais là, c'est pareil, vous voyez, ils ont été très visuels, en fait. Vous comprenez très vite ce que ça va vous apporter, ce paquet de café. Vous n'avez pas 10 milliards de secondes, vous avez 5 secondes pour choisir. Tu veux quoi chez Lavazza? Tu veux du café torréfié en grains, niveau espresso, bim bam boum, intensité 6. Et là, c'est pareil. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que vous êtes un bon manager digital marketing? Montrez-moi des preuves. Et donc, c'est ce que j'appelle des expériences claires, précises et chiffrées, avec des résultats. Alors, ce que j'appelle des résultats, c'est des moments clés de votre carrière où vous pouvez synthétiser parce que vous avez fait quelque chose de sympa. Mais attention, il faut que ce soit toujours en lien avec ce que demande le poste. Donc c'est ça l'intérêt pour le recruteur, c'est qu'il voit ça. Et si j'ai mis ces proportions, j'ai fait un schéma très simple là, d'un CV simplifié. Vous voyez les proportions là. Les proportions dans un CV là, c'est ça. C'est éventuellement le nom, le titre et l'accroche.
Et ces 70%, ce sont vos expériences, en fait, claires, précises, chiffrées avec des résultats. Alors souvent les gens me disent ouais mais Olivier j'ai pas de chiffrage, je suis pas commercial, j'ai pas de rentabilité ou je ne sais quoi. Mais tout le monde a eu des objectifs dans sa vie, tout le monde a à remplir des missions précises, tout le monde doit avoir des résultats. Même un professeur, il est censé amener, allez je sais pas, 75% des élèves à avoir le baccalauréat par exemple. Donc tout le monde est censé pouvoir avoir des résultats. Donc il faut les mettre, il faut en être fier. Je continue avec le CV. Donc souvent, on se prend la tête avec les informations complémentaires, là, les hobbies, les profils, les compétences, les infos. Voilà, sur le paquet de café, ce que ça représente en fait. Vous voyez, c'est sur le côté. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le consommateur, il prend le paquet de café. S'il est convaincu, bam, il le met dans le caddie. Il se pose encore deux, trois questions. Là, il va tourner le paquet de café, il va faire l'effort. Et il va aller un peu regarder, il va aller un peu se jeter. Là. Et là, c'est un peu pareil pour vos hobbies, vos profils, etc. Donc, vous voyez, c'est en proportion dans un CV, là, le profil hobby info complémentaire, c'est 10, 15, 20% du CV. Vous voyez, c'est pas les 70%. Ok, donc on a parlé CV. Et imaginons, là, vous avez un super CV, il est au top, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, toujours pareil, là, vous êtes un consommateur, vous êtes dans le rayon, hein, et puis vous passez, et puis vous voyez votre café, vous voyez, là, il y a plein de marques de café. En fait, vous allez capturer que 30% du marché ouvert, en fait, avec un super CV. OK? Vous répondez à des annonces qui sont le marché ouvert, comme un client qui passe devant le rayon. OK? Il voit des cafés, il est intéressé par le paquet. Mais là, c'est pareil, là, les recruteurs ont envoyé une annonce et puis voilà, vous répondez. Ce n'est que 30% du marché. Donc, en fait, la question, c'est comment avoir les 70% restants et atteindre ce qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire des gens qui vont peut-être pas aller dans ce magasin, des gens qui vont peut-être pas aller dans ce rayon. Il faut quand même aller les convaincre que votre café c'est le meilleur, que votre CV c'est le meilleur. Pardon. Parce que voilà à quoi ressemble un peu la boîte aux lettres des recruteurs. Alors je fais voilà, c'est imagé bien sûr, c'est des prospectus, hein, c'est pas des CV, mais la vraie vie c'est ça. La vraie vie c'est qu'ils reçoivent des tonnes de CV. Donc ok, peut-être vous avez un CV qui se démarque, mais il faut aller plus loin. En fait. Comme je l'ai dit, il faut aller faire du leadership. En fait, il faut aller plus loin. Donc comment faire plus loin? Il faut faire comme Lavazza, il faut faire comme les marques, etc. Il faut se montrer, il faut être visible, il faut communiquer, il faut réseauter. Ok? Donc Lavazza, il se gêne pas pour faire de la publicité. Ben, vous, c'est pareil. À un moment donné, il va falloir vous montrer, sortir du bois et faire briller les galons. Quoi. Donc le problème, c'est que souvent, on vous dit la même chose. On vous dit, ah, il faut faire du réseautage. Alors les problèmes du réseautage. Alors souvent, on te dit, ouais, utilise LinkedIn, tu commentes, tu fais des posts, tu vois ton profil LinkedIn, tu fais du buzz, tu vas voir, ça va marcher, tu seras repéré. Le problème, c'est quoi? C'est que les recruteurs, ils valident leur choix sur LinkedIn. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent des CV, ils regardent les CV, ils en trient 5, 10 sur 50 ou 100, j'en sais rien. Et après, ils vont valider leur choix en allant sur LinkedIn pour bien valider la cohérence, là, d'accord? Rares sont ceux, les recruteurs, qui scrutent LinkedIn, là, pour aller vous trouver. Là. Parce que s'ils font ça, c'est qu'ils sont en chasse. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, elles trouvent pas le profil. C'est de la pénurie. Donc, les gens qui recrutent vraiment sur LinkedIn, en chasser le profil, là, c'est qu'il y a de la pénurie, là. Vous êtes, genre, ingénieur informaticien dans un truc, là, qu'on n'a jamais fait, là, tu vois, genre. Donc, attention, LinkedIn, c'est super, il faut l'utiliser, mais c'est pas suffisant de ne faire que des posts, des buzz et commenter. C'est pas suffisant. Donc ensuite, on te dit, contacte ton premier cercle. Et là, vous dites, ouais, hey, salut l'ami, je suis en recherche active, tu n'aurais pas un poste pour moi. Donc c'est ça, les gens s'imaginent que faire le réseau, c'est ça. Mais non, ça marche pas, parce que les gens, ils ont pas de poste pour toi, là, tu vois, ils sont pas tout d'un coup experts en management ligne, ils sont pas experts en commerce, tartampion. Alors ensuite, la grosse erreur que je vois là, c'est des gens qui disent ah je vais me connecter avec le responsable de la poste de la banque là et puis je lui ai envoyé mon CV. Mais ça aussi ça marche pas parce que soit la personne elle a pas de poste, soit tout d'un coup elle reçoit des candidatures comme ça, elle a pas envie d'y répondre, elle a d'autres choses à faire. Ça donne aucun résultat de faire du marketing direct, du push, ça ne marche pas. Voilà.
Et ensuite, souvent, ce que j'entends, c'est oui, mais moi, Olivier, mais j'ai pas de contact, puis je suis pas un commercial, et puis je suis timide, et puis quoi dire, etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Donc j'aime bien raconter cette histoire. Imaginez que vous êtes chez vous là, et il faut faire de la peinture chez vous. Ok? Il faut choisir un peintre. Donc qui est-ce que vous allez prendre comme peintre? Ou voilà, qu'est-ce que vous allez prendre? Ben, est-ce que vous allez prendre la personne qui met des prospectus toute la journée dans votre boîte aux lettres qui dit qu'il est le meilleur peintre? Ou est-ce que vous prenez le peintre qui travaille chez le voisin ou la voisine à côté? Ben, très généralement, vous allez prendre le peintre de la voisine ou du voisin, en fait, parce que vous le voyez ce qu'il fait, il a l'air sérieux, etc. Et donc, votre objectif en tant que leader de votre propre, je dirais, de votre propre recherche, c'est de vous montrer au bon moment face aux bonnes personnes. C'est ça l'objectif. Vous montrer au bon moment auprès des bonnes personnes. Et c'est ce que j'appelle être leader de la prospection, en fait. Pourquoi il faut faire ça? Parce que vous n'allez plus être en attente. Là. Genre, j'envoie un CV, j'attends derrière le PC qu'on me réponde, et puis je sais pas ce qui se passe, allez à Jacques Taès. En fait, là, vous allez être en faisant du réseau prospection. Excusez-moi, j'ai oublié, j'écris prospecton. C'est prospection, pardon. C'est d'être dans la zone d'influence, en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est vous qui allez choisir les entreprises. C'est vous qui allez voir les postes, s'ils existent vraiment dans les entreprises que vous voulez, dans le secteur que vous voulez, sur le marché que vous voulez. Donc, c'est ça qu'on veut, en fait. Donc, il faut être leader de ta prospection. Donc là, le processus, alors là, il faut bien comprendre le processus, en fait. C'est sur LinkedIn, par exemple, ou en réseau physique. C'est connecter avec des décideurs de ta cible. Donc, c'est pour ça que je dis il faut bien connaître ce vers quoi on va aller. Une fois que tu as connecté avec ces gens, donc tu fais une demande de connexion, ensuite, tu te mets en position d'écoute. Tu lui poses des questions gentilles, faciles, premier pas, tranquillou, ok? Tu essayes de communiquer avec ces gens-là. Et dans ces étapes-là, le truc très important, c'est jamais dire je suis en recherche d'emploi. Alors, gros warning, là, je l'ai pas écrit, mais alors, gros warning, écoutez bien ça. Ne jamais dire que vous êtes en recherche active. Jamais. Si vous dites ça, vous êtes un paria, on va pas vous écouter, on va avoir peur de vous, on va dire, ah, il me contacte parce qu'il veut un job. Ah, il veut m'utiliser. Ah, il passe par moi parce qu'il a un boulot, quoi. Donc ça, jamais dire que vous êtes en prospection, vous regardez ce qui se passe, vous vous interrogez sur le marché, vous avez des questions sur l'entreprise, vous y allez à pas feutrer, vous posez pas la question, t'as un job, tiens, regarde mon CV, oui, je suis en recherche active, tout ce qui ressemble à de la recherche d'emploi, faut l'enlever, faut le supprimer, ça. Vous êtes là pour regarder si éventuellement il y a des gens qui ont des besoins. Voilà, si éventuellement. Et pour arriver à savoir s'ils ont des besoins, il faut connecter avec eux gentiment. Il faut se faire des amis, entre guillemets. Voilà. Donc, pour ça, donc c'est se mettre en position d'écoute, gentiment communiquer, essayer d'avoir des conversations sur le sujet de l'entreprise de la personne, sur le métier de la personne, sur le secteur d'activité de la personne. Et c'est comme ça que vous allez gagner en visibilité, en fait. Et c'est comme ça qu'après, vous allez avoir d'autres contacts, parce qu'en ayant des bonnes conversations avec les gens, vous allez forcément dire, ben, moi, j'aimerais avoir d'autres compléments d'informations, qui est-ce que je pourrais contacter? Et là, les personnes, en général, si vous ouvrent leur confiance, ben, ils vont vous donner d'autres noms, et vous allez reboucler comme ça, et vous allez contacter d'autres personnes et connecter avec d'autres décideurs. L'idée, c'est de se mettre sous le nez de la personne, au bureau de la personne. Ça, c'est le top du top. Alors aujourd'hui, avec le Covid, on peut pas, mais par contre, on peut se voir en Skype. Donc ça marche tout autant, ça se fait en Skype. Les gens, ils sont chez eux, ils ont Skype. Tout le monde a Skype ou Zoom ou je sais pas quoi. Donc on peut quand même continuer à converser, à se voir en face-to-face. Donc c'est même avec le Covid, il faut faire ça, il faut continuer, il faut avoir des conversations, ne serait-ce même qu'au téléphone. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est démontré par A plus B que quand il y a un contact humain, en fait, tu engages beaucoup plus la personne à agir. Tu vois? Tu l'engages soit à transférer ton CV, soit à faire parler de toi, soit à avoir des infos intéressantes. C'est ça que tu veux, en fait. Tu vois? C'est ça qui est important dans la prospection. C'est pas de dire, hey, salut, moi je suis en recherche d'emploi, tu me prends. Ou salut, t'as du taf chez toi? Ou salut, non. Ça, tu vas te faire tuer. Donc, tu y vas cool. Tu veux des infos. Voilà, c'est ça qui est très, très important dans la prospection. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une rencontre physique, ou Skype, ou téléphonique. Et ça, c'est vraiment l'arme anti-crise, en fait.
c'est parce que tu vas rester dans ta zone d'influence. Tu vas avoir des infos sur le marché, tu vas avoir des infos sur le métier, tu vas avoir des infos sur les activités des entreprises, ce qu'elles font réellement, en fait. Pas les trucs des journaux, là. Pas le truc, hein, parce que là, on va rentrer dans une phase, c'est la crise, rien ne va, c'est la cata. Si tu prends ça, là, dans la tête, là, c'est que du négatif. Le vrai, là, c'est le terrain. Il y a des entreprises, elles se font un fric fou, là, en ce moment. Mais elles en parlent pas, là, parce que c'est pas bien, c'est tabou en France de dire ça, hein, puisque là, c'est pas beau, là, tout le monde est malade, c'est la crise. Donc, elles en parlent pas. Et puis, il y a des entreprises qui vont vraiment très mal, mais elles le disent pas. C'est la honte de dire que ça va pas. Donc, pour savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est d'aller contacter vraiment les gens. Donc, avoir des infos sur les activités des entreprises. Et puis, avoir d'autres points de contact pour boucler, comme je disais. Et puis, éventuellement, à un moment donné, vous allez pouvoir faire votre proposition de service. À un moment donné, quand vous aurez la confiance, quand vous sentirez qu'il y a des besoins, là, ouais, vous allez pouvoir être key player. Là, vous allez être sur le dessus de la pile des CV, vous allez être en avance de phase des demandes et des besoins et des recrutements. C'est là qu'il faut être. Parce que l'objectif, c'est comme je répète, c'est se montrer au bon moment face à la bonne personne pour avoir 70% des postes du marché caché. Donc, un exemple concret d'une personne que j'ai coachée. Alors, voilà, typique l'exemple de ce qui s'est passé, par exemple, avec Pascal. Donc, Pascal, il est ingénieur et manager. Et aujourd'hui, il est manager d'une business unit dans un grand groupe, on va dire, d'ingénierie. Et donc, lui, il a décroché son poste en fin d'année dernière. Là. Donc, bah, il a vu une annonce. OK. Donc, on a retravaillé le CV en fonction de l'annonce. Comme je vous ai dit, là, l'histoire du paquet de café, là, on a vraiment été full power sur ça, là. Et ensuite, donc, il a envoyé son CV. Et puis là, je lui ai dit, mais Pascal, est-ce que tu connais des gens de cette entreprise? Non, il me dit non. Par contre, je pense qu'il y a quelqu'un que je connais qui connaît quelqu'un qui a bossé dans cette boîte. Donc, il s'est connecté avec cette personne qui lui a donné la connexion avec une autre personne. Il n'a jamais dit qu'il cherchait du boulot. Il a dit, je m'intéresse à cette entreprise. OK? Je m'intéresse à ce qu'ils font. J'aimerais comprendre. OK? Et donc, de fil en aiguille, en fait, il a réussi à avoir des conversations et il a même été mis en relation avec le DG. Le DG. 5000 personnes d'entreprise. C'est pas, voilà. Il aurait jamais pu le faire comme ça, directement sur LinkedIn. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Le gars, il gère 5000 personnes. OK? Donc, il a été mis en relation avec le DG. Comme par hasard, il a eu un entretien. Et l'entretien, c'est là où c'est hyper important. Je vous en parlerai après de l'entretien. C'est se préparer à l'entretien, c'est fondamental. Parce qu'il a eu pas un entretien. Il en a eu 4 d'affilée qui ont pas, il est arrivé à son lieu de rendez-vous. On dit, ouais, vous avez un entretien avec la RH. La RH, ça a duré une heure. Ensuite, il a eu l'entretien avec son futur patron. Ensuite, le futur patron, il a dit, bon, ben, c'est sympa, là, tout ça, mais on va aller manger, on va aller déjeuner. Il s'est retrouvé au déjeuner, 4 personnes en face de lui au déjeuner pendant 2 heures. Question, 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 question. Après, il dit, bon, mais c'est cool, tout ça, maintenant, tu vas voir tes futurs partenaires, peut-être, donc, ses homologues managers. 2 heures, voilà. Donc, tout ça, ça a fait une durée de 10 heures à 6 heures. 6 heures d'entretien. C'est ça, la vraie vie. Donc, s'il n'avait pas été entraîné, si je l'avais pas coaché, là, être spot on, là, tout le temps sur comment répondre, comment se valoriser, etc., mais il était explosé en vol dès la première question. Donc, ça, voilà, bien comprendre le processus. Et il a eu le poste. Voilà. C'était clair net. Voilà. Voilà le processus, la réalité de ce qui se fait, en fait. Voilà. Donc, ça marche. Et voilà, il faut être le leader, en fait, dans tout ça, dans toutes ces étapes. Donc, j'aimerais vous parler des entretiens. Voilà, on passe aux entretiens maintenant, à la phase d'entretien. Donc, j'aimerais vous parler des échecs. Comment éviter les échecs en entretien? Parce que moi, j'ai raté des entretiens, comme beaucoup de gens. J'ai envie de vous éviter ces échecs-là. Donc, ce qu'il faut pas faire, en fait, c'est s'entraîner seul. S'entraîner seul, je crois que c'est la pire des conneries que j'ai faites, excusez-moi du terme. Mais et je me croyais fort, quoi. Je révisais, là, je grattais, je posais les questions classiques. On les connaît tous, les questions classiques. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Présentez-vous, ta. Il y a des bouquins là-dessus, on les connaît tous. Mais je me répondais et puis j'étais tout seul. Mais il faut comprendre, en fait, imaginez un acteur, tu vois, tous les grands acteurs, je parle pas des sportifs, les sportifs c'est pareil. Ils ont un metteur en scène en face d'eux, quoi. Ils ont quelqu'un qui leur dit
Là, tu fais bien Cyrano, là, mais là, tu vas bouger un peu comme ça. Là, t'exprimes pas assez tes émotions. Là, il faut que tu rentres en scène comme ça. Même les plus grands comiques, ils ont des metteurs en scène. Il y a quelqu'un en face qui leur dit, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, tu dégages pas assez ton truc. Là, t'es pas assez dans le body language. Là, t'as pas donné d'argument, t'as pas de preuves, là, t'as pas d'énergie, etc. Donc, s'entraîner seul, c'est une grosse connerie. Voilà. Donc, trouvez quelqu'un pour vous entraîner. Je sais pas qui. Alors, ça peut être moi, je suis coach, donc je le fais. Mais si vous n'avez pas de coach, ben, trouvez un recruteur, trouvez quelqu'un qui puisse vous faire face, là, tu vois, qui dit, mais non, là, t'as pas bien répondu. La deuxième grosse erreur, en fait, c'est de ne pas se valoriser. Alors, c'est trop souvent, c'est démontrez-moi que vous êtes un bon manager. Ah ben moi, je suis un bon manager parce que j'ai déjà managé des équipes de 10, 15 personnes, je suis bon, etc. Mais, ok, super. Ben, tous les autres concurrents, ils vont dire la même chose. Et s'ils ont des managers en face, les concurrents, ils ont déjà managé. Donc, s'il n'y a pas de valorisation là, non, donc on verra plus tard une technique, je vais vous montrer une technique pour vous valoriser. Donc, juste répondre à la question, c'est pas se valoriser. Autre point, éviter les objections. Donc là, par exemple, moi aussi, j'étais très fort à ça. Par exemple, on me disait, mais quels sont vos défauts? Ah, moi, j'y allais gros, là. Moi, j'ai aucun défaut. Allez-y, j'y crois. Non, ça, c'est débile. Donc, éviter les objections, ça marche pas. S'il y a des objections, c'est qu'on veut décrocher, on veut comprendre chez vous ce qui pourrait être mis en lumière ou comment vous valorisez mieux ou les doutes qu'on a, etc. Donc, il faut pas les éviter, il faut savoir répondre et donc il faut savoir les travailler tout en se valorisant. Ah, et l'autre point aussi hyper important, c'est de jouer un rôle. Par exemple, j'ai coaché des gens très empathiques, très empathiques, très dans l'écoute, voilà. Et ils jouaient le rôle de je suis command and control, je suis le manager. Voilà. Mais un recruteur, un excellent recruteur, en deux trois questions, il te détecte, mais grave. En deux questions, on est profilé en fait. Donc ça sert à rien quand on est, comme je dis, une bouteille de champagne, ça sert à rien de jouer la bouteille d'eau, et quand on est une bouteille d'eau, ça sert à rien de jouer la bouteille de champagne. Il faut être soi-même. Alors c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça, quoi. Si on est empathique, il faut valoriser l'empathie. Non, un manager empathique, il peut être excellent parce qu'il peut comprendre très vite l'attitude de son équipe sans qu'il y ait une grande conversation. Alors qu'un command and control, il peut ne rien comprendre de son équipe. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on est empathique qu'on est un mauvais manager. On s'imagine, ah, un bon manager, il faut qu'il soit Napoléon. Non, non, oublie ça, gars. On n'est pas du tout là dans l'histoire de France. Là. On est dans l'entretien. Là. On essaye de voir si tu vas être un bon manager. Donc voilà, ne pas jouer un rôle. Et alors la grosse erreur, souvent quand j'ai des gens au téléphone qui m'expliquent un peu leur situation, et je leur dis mais en entretien comment ça se passe? Oh, les entretiens, bah, je suis à l'aise, hein, facile. Mais être à l'aise en entretien, on s'en fout. Je m'en fous complet que tu sois à l'aise dans l'entretien. Ce que je veux, c'est que tu arrives à convaincre la personne en face de toi. C'est ça que je veux. C'est ça qui compte. Si à la fin de l'entretien, tu t'es dit, là, je crois que j'ai marqué des points. Là, quand j'ai dit ça, que j'ai vu leur regard, qu'ils étaient waouh, quand j'ai vu qu'ils étaient intéressés, qu'ils accrochaient, c'est ça qui est intéressant. Être à l'aise, ouais, je suis laid back, là, tu vois, je suis cool, ouais, je suis bien avec les mecs, tu vois, moi, je suis un mec facile. On s'en bat complètement les couilles, excusez-moi l'expression. Donc voilà, être à l'aise en entretien, on s'en fout. Donc ce que je vous propose, c'est d'être un leader en entretien. Donc, petit quiz. Imagine, tu vas recruter quelqu'un pour faire le ménage chez toi. Et là, tu reçois quelqu'un, deux personnes. La première, elle va te dire, voilà, et tu vas détailler quelle est la phrase qui te convainc le plus, d'accord? Alors, première personne, elle te dit, ben moi, je suis ponctuel. Alors, excusez-moi, j'ai mis au féminin, mais ça pourrait être masculin, pas de genre, hein, ok? Donc, je suis ponctuel, je travaille beaucoup, et chez vous, je peux faire les poussières, passer l'aspirateur à la serpillière. Ok, pas mal. Deuxième personne, je suis honnête et capable de réaliser le nettoyage complet de 150 mètres carrés en 2 heures chez tous mes clients. Monsieur Dupont en est très satisfait, il va prendre 1 heure de plus pour le repassage. Donc, alors peut-être vous avez votre avis là. Moi, je vais vous dire les phrases qui marchent chez les recruteurs. C'est la deuxième réponse en fait. C'est la dernière phrase. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la dernière phrase. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a utilisé des chiffrages. Elle a été claire, précise avec des chiffrages.
Elle a donné des ordres de grandeur et en plus, elle a utilisé ce que moi j'appelle le quartier gagnant complet. C'est-à-dire, elle a dit quel était son talent, qui lui amène des compétences, qui amène des résultats et des bénéfices pour son client. Voilà, donc je vous montre, je suis honnête. L'honnêteté, dans ce cas-là, c'est un talent. C'est son talent. La fille, elle est honnête. Donc en plus, c'est ça qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va venir chez nous, là. Est-ce qu'elle va voler, elle va pas voler, est-ce qu'elle va bien faire ses heures, est-ce qu'elle va bien faire son ménage, etc. Donc elle est honnête. C'est hyper important, hein, dans ce talent, dans ce cas-là, tu vois. Et ce talent d'honnêteté, ça lui permet de réaliser un nettoyage complet de 150 mètres carrés en 2 heures. Donc là, il y a le chiffrage. On voit la surface, le temps, à peu près, là, on voit vite ce qu'elle fait. Et elle fait un nettoyage complet. Ok, ça, c'est une compétence. Ok, et c'est là qu'il faut pas s'arrêter. C'est là où les gens font des erreurs en entretien. Si tu t'arrêtes à ça, tu t'es pas valorisé. C'est pas fini l'histoire. L'histoire, c'est qu'il faut dire, mais moi, mes clients, ils sont satisfaits. C'est ça qui est dit. La satisfaction du client. Waouh, ok, d'accord. Donc ça c'est le bénéfice. Et ensuite, les résultats, c'est que elle amène même la capacité à provoquer 1 heure de plus de repassage chez les gens parce qu'ils sont tellement satisfaits. D'accord. Donc ça, c'est ses résultats à elle. Voilà. Une fois que tu sais faire ça, que tu le fais tout le temps à n'importe quelle question, là, tu es un champion. Là, tu es un leader en entretien. Là, tu sais maîtriser les entretiens. En fait. Donc, un leader d'entretien, il répond à n'importe quelle question. Que ce soit une objection, que ce soit une question débile. Alors, les objections, c'est souvent fou, je vois que vous avez été au chômage pendant 6 mois. Racontez-moi. Ou les questions débiles. Alors, est-ce que vous préférez l'anglais ou le français? On s'en fout pour le poste, on s'en fout complet. Ou la question, démontrez-moi que dans une situation de stress, vous avez su réussir. Voilà, donc ça, c'est 3 types de questions, en fait. Donc, n'importe quel type de question, il faut savoir revenir sur ce quartier gagnant, chiffré avec des résultats. Et pourquoi on fait ça, en fait? C'est parce que, première étape, on rassure. On se dit, là, le recruteur, dans sa tête, c'est ça qui se dit dans sa tête. Il se dit, ah ouais, ok, d'accord. Donc, elle a dit ce qu'elle est capable de faire. On a la bonne personne. Elle a compris. Ça, c'est la compétence. Et puis, elle inspire confiance. Ah ouais, c'est intéressant, cette personne colle avec nos besoins et puis, je la sens bien. Elle a dit qu'elle était honnête. Ah, mais ça, c'est ce que je cherche. Et après, ça inspire. Donc c'est, ah ouais, elle va pouvoir évoluer parce que non seulement elle sait faire 2 heures de ménage, mais en plus, elle va en faire 1 heure de repassage. Elle est capable. Voilà. Donc, et tout ça, c'est un tout là. C'est ça qui vous fait que vous allez être un leader en entretien. Vous allez tout péter, vous allez être sur la marche, le haut de la marche en entretien. C'est évident là, parce que pour arriver à ça là, c'est de l'entraînement. Là. Ça, c'est du sport de haut niveau. Là. Donc, comme je disais Pascal là tout à l'heure, là, c'était 6 heures de ça qu'il a fait. Bon, donc des fois c'est 6 heures. Des fois, par exemple, j'ai des clients, ils sont devant un cabinet de recrutement parisien un peu select, et donc là, ils ont le joueur de théâtre en face d'eux, le recruteur salaud. Et vas-y, quoi. Bam, 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 et que je te pose des questions de salopard. Et là, tu prends des coups, là. Et donc, si tu sais pas remettre la balle au centre tout le temps, avec le focus sur pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu vas apporter, ton talent, tes bénéfices, tes résultats, t'es mort. Voilà. Donc, tout le temps, remettre la balle au centre et remettre pourquoi vous êtes le leader, pourquoi c'est vous qu'il faut choisir. Voilà. Donc, récap et fin de la présentation. Alors, être bon dans son métier, c'est vrai, c'est important dans son métier. Mais pour être recruté, ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est aussi une erreur souvent là, que je vois. Là, les gens, hey, je vais faire une formation Tartampion, ça va m'amener au poste, etc. Non, pour t'amener au poste, il faut être bon pour t'amener au poste. Il faut être bon dans ce processus-là. Il faut être un leader de la recherche active. C'est ça qu'il faut. Donc, pour être recruté, c'est pas suffisant parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul gagnant. Donc, il faut être un leader pour attirer, convaincre et être choisi. Attirer, convaincre et être choisi. Si j'ai pris ça, c'est pas par hasard. C'est le marketing, c'est ça, la communication, c'est ça, la publicité, c'est ça, la vente, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est attirer. Il y a un modèle AIDA pour ceux qui connaissent le marketing. C'est ça. C'est attirer, convaincre et être choisi. Et ça, si vous prenez n'importe quel leader, tu peux prendre Gandhi, Mandela, je sais pas qui, De Gaulle, etc. Il a attiré, il a convaincu les gens et il a été choisi. Voilà. Et ça, c'est pareil pour toi en recherche d'emploi. Donc, tout ça pour avoir un CV qui va être impactant, avoir des techniques de prospection pour lever tous les freins et dénicher les offres. Donc, ça, c'est très, très important.
et se valoriser et déminer toutes les questions bloquantes en entretien. Voilà, donc donc là j'ai terminé. Merci d'être présent. Quelle heure il est? Ouais, j'ai mis 40 minutes. On va passer aux questions-réponses. Juste un petit message, c'est juste pour vous dire que j'ai fait toute cette présentation. Moi, mon job, c'est d'être coach et d'amener les gens au meilleur. Si vous sentez que là, vous avez envie d'un diagnostic par rapport à votre situation, à votre recherche, et que vous voulez qu'on en parle, eh ben, moi, je prends le temps pour le faire. Voilà. Donc, je prends en général 45 minutes, 1 heure, et on discute ensemble du plan que vous pouvez avoir. Voilà. Pour décrocher rapidement votre job de rêve. Donc, vous pouvez me contacter. C'est soit par LinkedIn directement, si on est en premier contact, ou vous pouvez me demander en contact et puis je vous répondrai, ou soit par mail. Là, vous avez mon adresse mail, c'est o.piuzzi@virginmedia.com. Voilà, donc ma présentation est terminée. On peut passer aux questions. Alors, je préférerais, si vous avez des questions, qu'on ouvre le chat, si c'est possible. Comment je fais tac. Converser, voilà. Où est-ce que j'ai... Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions ou alors ouvrez votre micro. Mais pas tous en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on arrête. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas. Oh. Oui, c'est Arthur qui parle? Oui, c'est ça, oui. Ok, Arthur, vas-y. Alors, j'aurais une question parce que voilà, moi je cherche surtout une alternance en fait. Ouais. Et on va dire que les annonces, les offres d'emploi par rapport aux alternances sont pas aussi nombreuses que les offres d'emploi tout simplement. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est dur de se dire, ok, cette personne-là recherche telle personne. Donc du coup, je vais modifier mon CV et ma lettre de motivation du coup par rapport à cette offre d'emploi. Du coup, ouais, vous conseillez quoi du coup pour pouvoir attirer les personnes, pour savoir quelle offre serait. Enfin, je saurais pas trop comment expliquer. Ben, ce que je propose, par exemple, pour les alternances, il y a deux choses. C'est la démarche que j'ai proposée là, il va falloir que tu l'appliques aussi. En fait, c'est te connecter avec des gens qui sont en entreprise. Là, les décideurs pour toi, ça peut être des responsables d'équipe ou tout simplement des gens qui sont employés dans une entreprise. Alors là, il faut que tu choisisses ton secteur, ton métier. Là, je ne Ouais, sais pas ce que c'est. Et là, tu te connectes avec ces gens-là et tu entames des conversations pour écouter, savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, est-ce que ça va bien. Tu vas tranquille, d'accord? Ne dis pas que tu cherches une alternance. Ne dis pas que tu cherches une alternance. Tu dis, est-ce que ça va bien dans l'entreprise? Comment ça se passe pour vous? Voilà, tu vas tranquille en fait, ok? Et au fil d'accord. du temps, si tu arrives à accrocher, par exemple, je suis passionné. C'est quoi ton domaine, Arthur? Moi, c'est la robotique Ouais, donc, informatique et du coup du management vu que c'est un master que je vais faire. voilà, ben, la robotique, ben, tu dis, alors là, j'espère que tu as un book ou des choses que tu sais faire en robotique. Tu Oui, te oui. connectes avec des gens, tu dis, ben voilà, juste pour avoir votre avis d'expert en robotique, j'ai fait un book où j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? T'engages une conversation sur ton domaine. Et D'accord. progressivement, tu vas peut-être connecter avec des gens. Peut-être il y a des gens qui n'auront pas le temps de te répondre et des gens qui vont te répondre, qui vont te dire, waouh, c'est sympa, la robotique, c'est chouette ce que tu fais, mais tu devrais faire ça, tu devrais ça. Ah ouais, d'accord. Et là, tu vas entamer une conversation sur la robotique. Et progressivement, tu vas dire, Mhm. vous savez quoi? J'aimerais bien être en alternance là. Qu'est-ce que tu me proposes? OK? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et Ouais, là, il va d'accord. peut-être te donner des pistes. Il va te donner des contacts. Est-ce que je peux avoir des contacts? Est-ce que vous avez des idées? Qui vous avez vu comme entreprise qui fait ça? Et là, c'est comme ça que tu fais ton carnet d'adresses. Et c'est comme ça que Mhm. tu vas avoir des noms, des vrais. Ouais, c'est d'abord déjà se familiariser avec la personne pour ensuite pouvoir lui demander de l'aide, on va dire. T'as tout compris, Arthur. Ok. Voilà. Excusez-moi l'expression, mais on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. À un moment donné, tu peux pas intéresser. Les gens, ils reçoivent. Moi, quand j'étais manager, j'avais 200 mails par jour. Je recevais des demandes comme ça, des CV, des machins. Je pouvais pas répondre. Je peux pas. Par contre, je recevais un mail sympa. Hey, je suis intéressé par l'aéronautique. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, ça m'a tiré, quoi, quelque part. C'était mon domaine, c'était mon truc, tu vois. J'avais envie de répondre à qui. La personne avait l'air passionnée, avait l'air intéressée. J'ai essayé de prendre le temps. Et il faut pas hésiter à relancer, mais gentiment,
j'aimerais bien avoir votre réponse sur ça. J'ai pas l'impression de l'avoir reçu parce que des fois, tu es occupé, tu vois, tu penses pas à tout ça, t'es dans ton business, là. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ces étapes-là. Et même pour toi, D'accord. Arthur, c'est ça qu'il faut que tu fasses. D'accord, je comprends. Voilà, super. Merci pour ces conseils. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la personne? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok, Thierry. Voilà, lors d'un entretien, il faut mieux, je veux dire, choisir le parcours thématique ou chronologique. Alors, lors d'un entretien, ce qu'il faut arriver à faire, c'est surtout pas du chronologique. C'est boring, c'est chiant. Voilà. Alors d'abord, en 1984, j'ai eu l'école Tartampion. En 92, j'ai là, t'endors tout le monde. C'est un peu comme si la femme de ménage. Alors, il y a 15 ans, j'ai fait la maison de Madame Dupont. Et puis, il y a 12 ans, j'ai fait la maison de Monsieur Durand. Mais on s'en fout complet. La question, c'est bam, d'entrée de jeu, spot on, comme on dit en anglais, c'est qu'est-ce que tu as à apporter à l'entreprise? C'est ce qu'on appelle pitcher. D'accord? Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis responsable commercial, je suis capable d'amener 10 000 euros de plus de chiffre d'affaires par an pour une entreprise Tartampion. Et aujourd'hui, je suis face à vous parce que j'ai envie d'amener cette compétence à vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes OK? Tu vois, bam! Très bien, ouais. Voilà, tu pitches, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on attend. Un recruteur, c'est ça qu'il veut voir. Il veut voir quelqu'un me motiver et de suite, comme le paquet de café. Ça va lui apporter quoi, là? Qu'est-ce que tu vas lui apporter, là, de suite, là, en 5 minutes, 30 secondes, là? Tu t'amènes quoi? Et là, raconter sa life, là, raconter sa vie, mais comment? Tu vois, moi, je te raconte pas ma vie, là, tu vois. Tu vois, c'est intéressant. Une fois qu'on a accroché, on va se raconter sa vie. Et là, tu vas pouvoir discuter. Et là, ça veut dire que là, tu t'as accroché, en fait, tu vois. Mais pas avant. Voilà. Très bien. Merci Olivier. Avec grand plaisir, tiens. Une autre question? Oui, moi j'ai une question, c'est Anne-Laure. Anne-Laure, salut. Sur les CV, le CV doit être ciblé par rapport à la boîte de café. Ouais. Ça veut donc dire qu'on pourrait faire un CV avec des trous à l'intérieur. S'il y a des postes qu'on a occupés qui ne correspondent pas du tout à l'attente, vous pourrez faire des trous dans le CV? Non. Alors non, ouais. Bonne question Anne-Laure, merci. Donc en fait, non, il ne faut pas de trous. Par contre, il faut que tu trouves absolument, je suis sûr Anne-Laure, que tu as fait des choses, même si le poste ne correspond pas. Ok, imaginons, je dis n'importe quoi là. Toi, tu as fait du système d'information et tu veux aller dans la banque. Ok, mais dans la façon, tu vas aller à la banque du commercial. Rien à voir, imaginons. Ok, mais ce que tu as fait dans le système d'information, tu as mené des réunions, tu as convaincu des gens, tu as fait des présentations, tu as fait des synthèses, tu as fait des analyses, tu as essayé d'argumenter. Et tout ça, ben, c'est utile dans le monde de la banque pour faire de la vente. Donc, mets en avant, parce que c'est ça que je veux dire, c'est mets en avant tout ce que tu as fait qui ressemble de près ou de loin à ce que tu vas faire plus tard dans cette nouvelle mission. Il faut pas la cacher, justement, il faut le valoriser. Donc, en gros, imagine, c'est ce que tu as fait auparavant, c'est un iceberg, là. Montre la partie visible, la partie qu'on veut voir, en fait. Le reste, tu peux le cacher. Que tu es doué en codage, que tu es doué en langage Tartampion, que tu es doué pour, je sais pas moi, débugger tel truc. On s'en fout. Par contre, que tu as été capable de mener 10 bonhommes à mettre en place un système d'information et à convaincre, etc., là, c'est des talents, c'est des compétences qu'on cherche. Donc, montre les compétences et les talents qu'on cherche et les résultats qu'on cherche pour le poste donné sur lequel tu vas candidater. Est-ce que ça te parle, Anne-Laure? C'est bon? C'est clair. Merci. Super, avec grand plaisir. Moi, j'ai une petite question, mais je pense qu'avec le fil des discussions, c'est presque répondu. Donc, il faut faire un CV et adapter vraiment refaire un CV à chaque fois pour vraiment le faire caler sur l'annonce. C'est ça, exactement, Olivier. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est, vous avez compris, il faut passer, alors là, je ne l'ai pas écrit, mais 20% de son temps, c'est les annonces, c'est les job boards, c'est les annonces et répondre, candidater. 80% de son temps, c'est prospecter. Ok, donc ça veut dire qu'il faut pas passer 10 000 ans sur le CV. Je dis pas qu'il faut passer sa life, sa vie là, sur le CV. Attends, j'ai pas mis le mot, machin. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est
Un CV cadre qui va pas bouger, qui va rester figé à 80%, et les 20% restants, ils vont être modifiés en fonction des mots-clés, de ce qui vraiment va correspondre avec l'entreprise, tu vois. Donc, il faut pas, Olivier, tu vois, que tu passes ton temps, toute ta vie là sur le CV. Il faut que ce soit rapide. Tu vois, allez, par jour, tu vois 2 annonces intéressantes, il faut que tu passes 2 heures, 1 heure sur chaque CV. Bam, bam, voilà. Ça demande un peu de travail en amont, là, de faire un CV cadre 80% figé, 20% fluctuant. Mais une fois que tu as ça, là, ça y est, tu peux envoyer, là, tu vois. Parce que ton reste du temps, là, c'est d'aller sur LinkedIn, connecter, converser, avoir des conversations téléphoniques, aller au charbon, là, aller au terrain, là, prendre le temps des rendez-vous, etc. C'est ça que ça va faire, c'est ça qui se passe. Et te préparer aux entretiens, et voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ça répond, c'est bon pour toi, Olivier? Super. D'autres questions? Non, personne. Bon, je vais couper alors. Olivier. Ah oui, pardon. Bonjour Olivier, c'est James ici. Ok, James. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à la synthétique des CV. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un CV qui a, d'intégrer dans le CV les missions effectuées, les chiffres clés, les résultats, en quelques points par expérience? Parce que, bon, quand on regarde un CV, il faut que le CV soit attirant, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de détails dans le CV. Forcément, si on va incorporer toutes ces choses-là, à un moment donné, le CV, il va devenir hyper comprimé, avec beaucoup d'informations. Ouais. Alors, oui, mais toujours pareil, ce qu'il faut, c'est aller à l'essentiel, James. Donc, si tu vois que, par exemple, comme je disais, imagine, il faut faire un choix. Tu sais, sur l'annonce que je montrais tout à l'heure, je sais pas si tu étais arrivé, mais l'annonce, tout à l'heure, je montrais une annonce qui cherchait un manager commercial. Ouais. Et là, il faut choisir à un moment donné dans la vie. Là. Tu veux te présenter comme manager ou tu veux te présenter comme commercial ou tu veux te présenter comme les deux. Imagine, t'as pas la place. T'as pas la place. Il faut faire un choix. Eh ben, tu vas te présenter comme manager. C'est ça qui compte le plus. Le plus, là, dans cette histoire, c'est comme l'histoire de la balançoire sous l'arbre. Voilà. Montre que t'es la balançoire. Tout le reste, c'est pas grave si tu l'as pas détaillé. T'es peut-être fier, t'es peut-être content, là, t'aimerais montrer, là. Je comprends ça. On a tous là sa petite fierté de réussite, etc. Mais c'est pas ça que veut voir la personne. Tu vois, c'est un peu comme Lavazza, ils sont fiers d'avoir fait du café pendant des années, depuis 1895. Si tu as remarqué sur le paquet, c'est en bas à droite en tout petit. Et qui sont à Turin depuis 1895. Tu vois, c'est pas ça qu'on cherche à savoir quand on achète du café. Là, c'est pareil, le recruteur, il cherche pas à savoir si tu es un champion du monde de karaté, que tu es british, que tu as vécu en Belgique, etc. Ce qu'il cherche à savoir, c'est est-ce que tu réponds à son besoin? Voilà, c'est ça qui veut. Donc, toi, ton job, là, c'est de répondre aux besoins. C'est exactement ça. Donc, si tu as des choix à faire, tu te dis, bon, j'ai pas la place, là, j'aimerais lui en dire, là, mais il faut faire un choix. Ben, là, il va falloir couper, là. C'est ça que j'appelle faire le deuil. Et alors, je vais te dire aussi un truc. Il faut relaxer aussi l'histoire. Moi, j'étais grand partisan de CV une page. Puis j'ai eu des clients, ils l'ont fait sur 2 pages. J'étais là, t'es sûr tu veux laisser sur 2 pages? Elle me disait oui. C'était souvent des dames. Alors j'étais là, bon, ok, on va tester avec 2 pages. Alors 2 pages, ça a marché aussi. Voilà. Donc c'est pas, je suis un peu moins catégorique maintenant sur le 1 page, 2 pages. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais te dire, tu vois, elle avait sur 2 pages son CV. Mais grosso modo, ce qu'elle disait sur le CV, ça répondait vraiment aux besoins. Tu vois, elle était dans le marketing, dans le domaine des vins spiritueux, et elle en parlait vachement bien, tu vois. Donc, c'était pas déconnant, là, que ce soit sur 2 pages, tu vois. Voilà. Souvent, moi, je dis, essayez de faire sur 1 page. Si vraiment tu as besoin de 2 pages pour t'exprimer, parce que là, genre, tu es dans un zoom de métier, là, particulier, je sais pas, que tu as envie de t'exprimer, pourquoi pas, si ça marche. Mais très vite, si tu vois que tu balances du CV, que ça répond pas, comme je dis, back to square one, là, tu reviens à la base et tu dis non, ça veut dire il y a un truc à changer dans le CV. Tu vois? Okay. Donc, qu'est-ce que tu crois est plus important, de faire ressortir les mots-clés qu'on va retrouver dans l'annonce,
ou de parler justement des expériences et de, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais du management de 30 personnes, les chiffres clés chiffres clés, pardon, en termes de négociation qu'on a réussi à gagner, ou, enfin, qu'est-ce qui est plus pertinent pour un recruteur quand il va lire le CV? Ben, forcément, ce qui lui, il a mis dans l'annonce, ça le fait vibrer, en fait. Donc, faut arriver à mettre soit des synonymes, soit le mot exact. Si tu as le mot exact, tu mets le mot exact. Si tu as fait exactement ce qu'il demande, tu mets ce qu'il demande, en fait. Si tu as fait quelque chose de similaire, comme je disais à Nord tout à l'heure, tu vas aller puiser dans tes expériences passées quelque chose de similaire pour répondre à vraiment ce qu'il veut, en fait, tu vois. Donc là, il faut aller puiser des synonymes, des choses qui sont équivalentes, en fait. C'est ça qu'il veut. Comme je disais, tes réussites, il faut arriver à les transformer en quelque chose que lui veut. Ok. Ça répond à la question là, j'étais correct, hein? Ouais. En revanche, on m'a souvent dit qu'il y a une première filtration qui se fait par des algorithmes. Ok. Et justement que c'est les mots-clés qu'il faut faire ressortir. Parce que si on les fait pas ressortir, 70% des cas, le CV il va passer à travers. C'est pour ça que je te dis, mets les mots-clés. Après, voilà, j'aime pas mentir, quoi. Donc, j'aime pas faire mentir les gens, si tu veux. Si t'as jamais été manager dans une banque, je vais pas te faire écrire que tu as été manager dans une banque, tu vois. Voilà. Ouais. Par contre, que tu as été manager ailleurs, faut mettre le mot manager, là, clairement. Là, il faut y aller, là. Tu vois, c'est ça que je disais avec le manager commercial. Tu vois, t'as peut-être pas été manager commercial, mais tu as été manager. Là, il faut en mettre du manager. Faut montrer, c'est ça qu'il faut montrer. Tu vois, c'est là où je dis il faut utiliser les mots-clés de l'annonce au maximum. En fait. Alors, les ATS, là, tu amènes un sujet intéressant. Alors, la automated, je sais plus. Je sais plus ce que ça veut dire, la transcription, là, c'est automated, je sais plus. Bon, c'est la sélection, effectivement, des CV en automatique à partir de mots-clés. Alors, il y a deux mondes, là. Il faut comprendre deux mondes, là. Il y a le monde de l'entreprise, genre Leroy Merlin, là, tu vois, la grosse boîte, là, tu vois, genre Airbus, là, la grosse bousine, là. Ils vont mettre une annonce, on cherche des vendeurs rayons. Là, ils vont recevoir 5000 CV. Ils ont besoin d'une machine à filtre, ok? Si toi, tu candidates pour un poste de manager dans une PME, ils reçoivent pas 10 000 CV, ils ont pas d'ATS, ok? Donc, attention à les CV ATS, là, les CV qui sont profilés machine automatique, là. C'est effectivement, faut y aller sur les mots-clés, tu peux y mettre du mot-clé, là, il faut, éventuellement, si vraiment tu es dans ce secteur-là et que tu vois que c'est des grosses boîtes et avec des machines ATS, fais un CV ATS. C'est-à-dire avec beaucoup de mots-clés, tu bourres. Ben, je suis d'accord. Mais par contre, attention, faut que ça reste toujours attirant, quoi. Parce qu'à un moment donné, le RH, il va bien voir ton CV, donc si tu as un CV gavé que de mots-clés qui veut rien dire, ça marche pas non plus. Donc, deux attitudes pour synthétiser. Tu as l'entreprise qui recrute et qui va utiliser des ATS et celle qui ne le fait pas. Généralement, les cadres, les ATS, ça existe, mais c'est plus rare. Voilà. Là, je te parle, tu vois, les ATS, c'est plus des postes qui vont être, par exemple, vendeurs, comme je te dis, vendeurs chez Carrefour, là, ils vont recevoir des tonnes de CV, quoi. Tu vois, donc attention, voilà. Tu peux éventuellement avoir deux types de CV en fonction de l'entreprise, par exemple. Et un CV plus ATS et un CV moins ATS, un CV un peu plus synthétique, on va dire, pour un recruteur qui passe directement, là, comme ça, sans machine, et puis un CV un peu plus bourré, là, un peu plus dense, pour la machine ATS qui va aller détecter les mots-clés. Tu me suis là, James? Ouais, parfait, ok. Super. Merci. Ok, ça marche. Bonjour, Nicolas Yette. Bonjour Olivier, bonjour Larome. Je voudrais savoir si tu stipules bien, et c'est une grosse question que je me pose depuis maintenant un certain temps dans ma recherche, le fait qu'il faut prohiber la notion de recherche active. Ma question en fait est comment finalement dans un CV ne pas indiquer qu'on est justement en recherche active, notamment par les dates de dernières expériences. Doit-on indiquer qu'on est toujours en poste ou plutôt clairement indiquer que depuis telle date nous n'y sommes plus?
Et dans cette mesure-là, comment décrire finalement l'activité qu'on peut avoir depuis plusieurs mois ou années depuis qu'on a quitté l'entreprise, quoi. Je sais pas si je suis très clair dans ma question. Super clair, super question, Nicolas. Donc attends, alors là, il y a deux mondes. Il y a le monde de la prospection. Et là, Nicolas, ne dis jamais, surtout au début, comme tu as compris, ne dis pas que tu es en recherche active. D'accord? Et puis tu vas pas poser ton CV comme ça d'entrée de jeu, comme je viens de l'expliquer. Il faut pas faire ça. D'accord? Donc dans ce monde-là, ne dis pas que tu es en recherche active. Tu vas le dire quand tu auras la confiance de la personne, que tu auras une bonne conversation, que tu sentiras la personne et que là, elle t'a ouvert sa confiance et là, tu peux être 100% transparent en disant hey, je cherche quand même un job là, donc est-ce que tu as des idées? Ok? Donc ça, c'est ce premier step. Et là, voilà. Deuxièmement, le monde du CV. Donc là, il faut être malin. Il faut être malin. Soit tu as quitté ton entreprise il y a peu de temps, ou genre, ça fait que 2 ou 3 mois que tu es en recherche. Là. Tu changes pas, tu dis pas que tu es en recherche. Tu es toujours dans l'entreprise. Excuse-moi d'utiliser c'est un peu tricky là, c'est un peu malin là. Mais voilà, tu auras tout le loisir de dire ah ouais, j'avais pas updaté, j'avais pas mis à jour mon CV. Oui, effectivement, je suis en recherche. Voilà. Allez, maximum 2-3 mois, tu vois. Tu peux pas jouer comme ça longtemps. Tu peux pas. Ok, parce que là, on perd confiance en toi. Ok, tu peux jouer un peu sur les borderline, là, sur la limite, mais tu peux pas mentir. Donc, à partir du moment où tu es au-delà de 2 ou 3 mois de recherche, il va falloir que tu trouves une activité, que tu valorises une activité que tu fais. Alors, je sais pas, tu peux peut-être donner des conseils aux entreprises, t'es peut-être prof, t'es peut-être, je sais pas moi, t'es dans une association, je sais pas. Là, il faut valoriser une activité que tu fais en ce moment. Par exemple, je vois Olivier, là, en ce moment, par exemple, il s'occupe d'une campagne électorale. On va essayer de valoriser ça. Peut-être, je sais pas si ça va être la solution, mais on va essayer de valoriser le temps que tu passes, voilà, pour justifier le trou. Ok? Il faut pas laisser de trou. Voilà. Parce que là, la première question, c'est, il fait quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, toujours pareil, trouver une activité qui correspond à la mission pour laquelle tu candidates. Tu vois? Donc, par exemple, je vois Olivier en face de moi, là, je me dis, lui, il va chercher dans le monde du commerce. Donc, on va essayer de trouver des activités qui sont vraiment en lien avec ça. Tu vois? On va trouver des astuces pour dire, il continue son métier de prospecteur, il continue son métier de vendeur, son métier de commercial, même s'il n'a pas le poste. Tu vois? Donc, par exemple, imagine, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui intervenait sur la robotique. Si c'est ça son truc, montrer qu'il continue à faire des robots, tu vois. Et j'ai fait 15 robots en 10 semaines, un qui fait ça, un qui fait ça, un qui fait ça, tu vois. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut toujours pareil. Ça sert à rien de, voilà. Il faut se valoriser. Le CV, c'est pas la vraie vie. Le CV, c'est une carte de visite. C'est fait pour se valoriser. C'est pas le jeu de la vérité. C'est pas le jeu de la vérité, le CV. On n'est pas là, c'est pas un flic en face. On est là pour dire, je suis quelqu'un qui est compétent, je crois en moi, je crois en mes valeurs, je suis capable d'amener de la valeur aux entreprises et voilà ce que je sais faire. Oui, c'est vrai, j'ai pas de poste actuellement, mais je suis capable d'amener de la valeur. Voilà. Il y a un problème? Non. On continue. Next. Donc, tu vois, c'est ça le principe, en fait. C'est ça qu'il faut arriver. Parce que sitôt que tu laisses un trou, les gens disent ah, il y a un problème. Et alors là, le recruteur, il commence à gamberger, il est sur 5-6 CV. Bon, lui, je sais pas trop là. Bon, peut-être on va l'interviewer, peut-être on va pas l'interviewer. Tu vois, il y a ce genre de réflexe qu'il y a de doute. Et ça, sitôt qu'il y a un doute, c'est pas bon. Voilà. Donc, alors maintenant, pour le Covid, peut-être que les recruteurs vont être un peu moins sélectif là, on va dire, parce que tout le monde a été en coupure là, c'est clair, mais ça reste la France quand même, hein. Donc ça reste les gros a priori sur le chômage, sur la recherche active, sur il n'a pas de boulot, nanana, il n'a pas su trouver un travail, voilà, les gros a priori négatifs, il faut les balayer en fait. Montrer que vous êtes actif, montrer que vous savez faire les choses, voilà, c'est ça qui compte. Et puis, comme on dit, hein, des connards, il y en a, on peut pas les éviter. Donc là, l'idée, c'est de montrer aux gens qui sont bienveillants, qui sont quand même aussi ouverts d'esprit que, ouais, même si vous êtes en recherche active, vous savez faire des choses
et que vous pouvez remplir des missions qui correspondent à ce que eux cherchent. Est-ce que c'est bon, Nicolas, pour toi? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de justifier d'une activité en rapport avec le poste que l'on recherche. Pour ma part, moi, je suis membre d'une association qui m'aide justement dans la recherche d'emploi. Donc, on a des ateliers, des activités en langue anglaise, développement personnel. De là à arriver à faire coller cette activité avec le poste que je recherche, j'en doute un peu, mais bon. Ouais. Donc ça, faut quand même l'indiquer dans cette mesure. Faut quand même l'indiquer. Si tu nous conseilles de l'indiquer malgré tout pour justifier du lead. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Toujours pareil. Si ton métier c'était je sais pas quel est ton métier, Nicolas. Excuse-moi. Je vais essayer moi, je suis manager commercial, responsable compte clé, force de vente. Force de vente. Tu vois, Nicolas, t'es force de vente. Donc dans le groupe d'animation que tu as, j'espère, puisque tu es un commercial, que tu enseignes aux autres comment faire du bon commerce. Et donc ça, tu vois, enseigner à des collègues, à des partenaires comment bien commercer, comment bien vendre, ça, tu le mets en avant. D'accord, j'entends. Ok, ouais, donc ça rejoindrait par la création de fichiers, la démarche de recherche, passer un appel téléphonique, etc. Ok. Exactement. Tu vois, t'as une force là, Nicolas, c'est que moi, à la base, je suis ingénieur, je suis pas vendeur. Donc, je peux te dire que les gens qui m'apprennent à vendre, c'est du bonheur. Donc, fais-le, montre-le. Et ça, tu vois, je dis 20% de ton CV, 80% de ton temps, ça va être ta recherche à toi, démarcher des entreprises, mais aussi prends un pourcentage de je coach les autres. Quoi. Nicolas, ton rôle là, tu vas devoir coacher les autres, donc mets-le en avant. Là. D'accord, ok. Très bien. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Oui, moi j'avais une autre question, Valérie. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, je t'entends super, Valérie. Ouais. Voilà. Alors, j'avais une petite question. Est-ce que tu conseilles d'intégrer dans le CV une partie compétences et soft skills? Alors, là, c'est deux choses différentes. Il faut comprendre. Compétence, c'est un savoir-faire. Par exemple, je sais faire, je dis n'importe quoi. Je sais faire une présentation PowerPoint. Je sais vendre en porte-à-porte. Je sais construire un bateau. Ça, c'est du savoir-faire, c'est de la compétence. Ok. Moi, ce que je conseille, c'est que ces compétences, il faut les glisser dans la liste des expériences. D'accord. Pourquoi? Parce que très souvent, ce que je vois, c'est des CV avec un gros pataquès, là, un gros paquet là, de compétences. D'entrée de jeu, le CV, c'est le prénom, le titre, boum, un gros paquet compétences. Alors là, je vais te dire, c'est clair et net. Alors, soit c'est une machine ATS, comme je disais tout à l'heure, si tu réponds à des offres type ATS, pourquoi pas. Mais si tu réponds pas à des offres type ATS, moi je sais ce que je fais avec ces CV. Je passe, je ne lis même pas parce que tous les gens qui sont en concurrence avec toi, ils ont les mêmes compétences que toi. Ouais. Donc, je sais pas, par exemple, tout à l'heure, c'était Nicolas, il est dans la vente. Tout le monde dans la vente sait faire de la prospection, sait faire un carnet d'adresses, sait faire, je sais pas moi, rencontrer des clients, sait faire une vente, etc. Tout le monde, il se différencie pas. Ce qu'on veut là, c'est se différencier. C'est comme le paquet de café là. C'est quoi Lavazza par rapport à Nescafé? Tu vois, donc là, on cherche à se différencier sur un CV. Donc, mettre les mêmes pas de compétences que tout le monde. Par contre, il y a des compétences particulières que tu as développées avec des résultats particuliers, mets-les dans tes expériences. Ok? D'accord. Première question. Deuxième question, dans ta question, c'était les soft skills. Alors moi, j'adore. Les soft skills, pour moi, c'est ce que j'appelle le talent. C'est ce qui te caractérise. Par exemple, peut-être toi, tu vas être quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui sait commander, quelqu'un qui sait prendre des décisions. Je sais pas qui tu es, mais tu as des talents innés en toi. C'est ta force. Et ça, il faut savoir le mettre. Mais il faut savoir le mettre en relation avec le business. La grosse erreur que je vois dans les CV, c'est rigoureux, dynamique, motivé. Mais tout le monde est rigoureux, dynamique et motivé. Tout le monde. Okay. Mais par contre, peut-être que tu es vraiment dynamique. Et ton dynamisme, oui, qu'est-ce qui t'amène dans le business? Si tu dis, je suis dynamique, ça me permet de connecter avec 15 clients par jour. Ah, on comprend où est-ce que tu mets ton dynamisme. Mais tu pourrais être dynamique pour jouer au loto. Je suis dynamique au loto parce que ça me permet d'être réactive quand il y a kill.
je sais lever la main très vite. Tu vois, le dynamisme, là, on s'en fout de savoir si tu es auto ou si tu es un commercial. Mais c'est pour t'expliquer que dynamisme ne veut rien dire tout seul. Ce qu'on cherche, c'est le dynamisme dans le business. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, d'être dynamique dans le business? Et comment tu le fais? C'est ça qu'on veut voir. Et ça, c'est ce que je disais, la partie un peu info complémentaire que j'aime bien mettre, en fait. Mais c'est plus petit, tu vois, c'est plus à côté. Tu vois. D'accord. Voilà. Merci. Ben, avec mon plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est encore moi, Nicolas. Rapport à LinkedIn, aujourd'hui, c'est effectivement une sorte de vitrine de présentation. En conseil, mieux vaut-il être exhaustif dans sa présentation ou au contraire être le plus large possible dans sa présentation, en fait, puisque tu nous expliques que les recruteurs viennent t'y consulter pour confirmer le choix d'un candidat. Ouais. En fait, ce qu'ils cherchent un recruteur, mais c'est comme toi, quand tu achètes quelque chose, c'est te rassurer. Et donc, il va aller sur LinkedIn et il va essayer de confirmer que le CV qu'il a sous les yeux, c'est bien la personnalité qu'il va avoir en face en entretien, parce qu'il n'a pas envie de perdre son temps. Ok, donc il va vite faire un check. Et tu as les deux écoles, tu peux faire du synthétique comme du développé. Ce qui est important, ce qu'il faut savoir dans LinkedIn, tu peux t'autoriser à faire du storytelling, tu peux t'autoriser à te révéler plus, tu peux t'autoriser à dire quel type de personne tu es, tu peux expliquer un cas d'école, une réussite, tu vois, qui va illustrer en fait qui tu es. Donc tu peux t'autoriser à être soit synthétique, soit on va dire plus volubile. Il y a pas aujourd'hui, pour l'instant LinkedIn est assez nouveau, donc je dirais il n'y a pas de grandes règles par rapport à ça aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est juste rassurer que ton CV, c'est ça par contre qui va être important là pour toi Nicolas, pour tout le monde en fait, même pour moi, c'est que ce qu'il y a sur le CV et ce qu'il y a sur LinkedIn, c'est bien en phase. Voilà. Et donc, ton histoire que tu vas raconter sur LinkedIn, ben elle est cohérente. Et voilà, elle est cohérente avec ce que tu as mis sur le CV et que ben, tu ne remets pas des objections supplémentaires sur ta candidature, que tu vas être répondre à éventuellement leurs doutes. Donc tu peux raconter des belles histoires, c'est ça qui compte. Les gens veulent des belles histoires, ils veulent des success stories, ils veulent voir comment tu t'en es sorti, ils veulent voir comment tu fais face à l'adversité, etc. Tu peux raconter, tu peux un peu plus détailler. D'accord, mais là également, en aucun cas, mentionner recherche active. Alors, là aussi, sur LinkedIn, toujours la même règle, comme je disais, si ça fait que 2-3 mois que tu cherches. Un peu plus. Voilà, donc si ça fait plus, ben, valorise ton expérience que tu fais aujourd'hui, l'énergie que tu apportes aux autres, en tant que vendeur, en tant que commercial. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? J'ai réussi à convaincre 15 non-commerciaux à faire de la prospection. Eh ben mon gars, si tu arrives à faire ça, c'est bon. Tu sais convaincre, tu vois. Ça, c'est une belle histoire. Tu vois. Et puis, ça gêne pas ton recrutement. D'accord, oui, c'est même complémentaire. Exactement. Ok, mais par contre, voilà, la notion de recherche active ne doit quand même pas être indiquée. Alors, voilà, ce que je conseille, c'est éventuellement, tu peux mettre recherche active pas dans ton titre. Tu vois, tu sais, LinkedIn, tu as le nom. Et puis, oui, en haut, une bande. Ouais. Donc, le titre, là, tu mets pas recherche active. Tu peux le mettre un peu en dessous, là, où il y a un peu un résumé. Tu le noies au fond, là. Je suis toujours à l'écoute ou en recherche active d'un poste, de machin. Voilà, tu peux le mettre. Parce que sur LinkedIn, j'ai vu, je l'ai utilisé peut-être à tort dernièrement, mais il y a comme une entreprise, on va dire, qui s'appelle Recherche Active, qui permet d'avoir ce petit logo qui vient s'introduire sur le CV. Ça fait une forme de loupe. Et donc j'ai cru bon dernièrement de le mettre, mais à écouter ce que tu viens de dire aujourd'hui, j'ai quelques regrets maintenant. Ouais, parce que, comme je disais, c'est rarissime, si tu veux, les recruteurs qui vont se précipiter là sur LinkedIn pour aller faire de la recherche, de la chasse, si tu veux. Ça, c'est des profils. Tu vas voir sur LinkedIn, tu vas voir les cabinets de recrutement, ça se voit, hein. Les cabinets de recrutement qui sont visibles sur LinkedIn, ce sont des cabinets de recrutement en système d'information.
les gens qui cherchent des informaticiens. Tu vois vite, hein. Tu vas voir, Digirock, par exemple, tu les vois, là, Digirock, je sais pas, ils font du contenu parce qu'ils cherchent des gens dans leur domaine, en fait. Eux, tu vois, ils essayent d'attirer des talents. Eux, ils sont là, à l'affût, là, d'un informaticien qui veut bien dire, je suis en recherche active, tu vois. Donc là, ils vont aller chercher les mots-clés. Si toi, tu es en compétition avec 150 commerciaux, il faut que tu te démarques autrement, en fait. Il faut que tu arrives à pénétrer plus, à rester, à être à l'intérieur, en fait, à te montrer, tu vois. Parce qu'ils vont pas aller gratter, ils ont pas le temps, ils reçoivent déjà 150 CV, là, donc ils vont pas aller chercher plus loin. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou une autre question? Ouais, 3, 2, 1. Ok, en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous me prenez contact et puis voilà, je répondrai avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'être présent, d'avoir été à l'écoute. C'est super. Et je vous souhaite voilà tout le meilleur pour votre recherche. Vous continuez et gardez le sourire et voilà, gardez l'énergie. À très bientôt, merci encore et puis bonne fin de journée. Ciao, ciao. Au revoir.